Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Comme tous les jours, on ouvre cette émission avec une page de notre actualité. Notre dossier du jour est consacré à la formidable épopée du métro parisien, alors que sera diffusé ce soir à 21h sur le Figaro TV, le documentaire Dans les coulisses du métro de Paris. Une aventure incroyable qui remonte à 1900 avec l'ouverture de la première ligne de ce qu'on appelait alors le chemin de fer métropolitain et un projet colossal derrière, celui de créer le plus grand réseau et le plus dense ayant jamais existé. Aujourd'hui même, alors qu'on adore détester le métro et pester contre ses retards, il fait partie de notre quotidien et s'apprête à ouvrir une nouvelle page de son histoire avec le Grand Paris Express. On va évoquer tout ça évidemment avec nos excellents invités en plateau. En culture, le Muséum national d'histoire naturelle accueille sa grande exposition du printemps consacrée au désert et à l'incroyable résilience de ceux qui le peuplent. De l'art de vivre, et on vous parle de vos cheveux avec le coiffeur des stars. Il s'appelle Olivier Lebrun et il en prend soin comme la prunelle de ses yeux et va nous révéler tous ses conseils absolument confidentiels. Ça sera en fin d'émission. Et je vous propose qu'on ouvre cette émission avec la bande-annonce du documentaire qui sera diffusée ce soir à 21h sur le Figaro TV. On regarde ça ensemble et on se retrouve après. Les travaux de la ligne 1, c'est une chose qu'on ne saurait peut-être plus faire aujourd'hui. Si on n'avait pas les murs en béton autour de nous, il y aurait ici une grande piscine qui viendrait au-dessus du niveau de la tête. Avec le réseau Grand Paris, on pourra passer de banlieue à banlieue sans passer par le centre de Paris. On va faire évoluer le réseau d'aujourd'hui avec l'idée de l'automatisation. Le métro, pour moi, c'est l'éternelle modernité. C'est-à-dire qu'on doit faire vivre à la fois du métro historique et un métro moderne. Et on va parler de cette folle aventure du métro parisien avec nos invités. David Chantrade, vous êtes historien habitué du plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci. Grégoire Tonnet, vous êtes hésitériophile. Alors, je m'arrête une seconde. Hésitériophile, pardon. Qu'est-ce que c'est? Alors, hésitériophile, en fait, c'est un collectionneur de titres de transport. Exceptionnel. Voilà, alors donc, dont les tickets de métro. Dont les tickets de métro. Voilà, alors c'est vrai que j'ai une collection de tickets de métro, mais enfin, si je dis ça, je vais me retrouver invité à des dîners, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je suis sûre que vous seriez formidable. Voilà. En visio avec nous, Jean-Baptiste Pajon, conseiller régional écologiste et administrateur d'Île-de-France Mobilité. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vais commencer avec vous, David Chantrade, sans surprise, sur l'acte fondateur du métro parisien et pourquoi on a décidé de s'embarquer dans cette folle aventure, cette épopée presque. L'acte fondateur, c'est vrai que c'est l'ouverture de la première ligne. On est en 1900, moment de l'exposition universelle. Tout le monde connaît cette histoire. On loupe le coche, hein. On loupe le coche à 3 mois près. C'est vrai que tout le monde s'imaginait qu'on allait être à temps, qu'on allait ouvrir en même temps la ligne de métropolitain qu'on connaît aujourd'hui. Effectivement, vous l'avez raison, hein, chemin de fer, effectivement, métropolitain, c'est le terme à l'époque. Et puis on loupe le coche pour 3 mois parce qu'il y a des inquiétudes. Au moment où on a lancé l'opération, c'était en 1860 déjà. On envisage déjà la chose parce que on vient d'intégrer les différentes communes limitrophes et on se dit ça n'est plus possible de gérer uniquement avec des omnibus hippomobiles et uniquement omnibus hippomobile. On va dire un certain nombre de mots qui paraissent désuets aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est? Des bus tractés par des chevaux. Ah oui, d'accord. C'est plus simple. C'est beaucoup plus simple. Merci. Et ce système-là permettait bien sûr de transporter un certain nombre de personnes sur place, mais c'était très limité, forcément, comme on l'imagine, parce qu'il y avait 200 000 chevaux, ce qui était déjà énorme pour la capacité de Paris de l'époque. Et puis de l'autre, il y avait ce qu'on appelait les hirondelles, c'est-à-dire un certain système qui passait sur la Seine et qui permettait également de transporter d'une rive à l'autre et puis surtout le long de la Seine. Mais tout ça, à partir de 1860, au moment où les communes limitrophes entrent dans Paris, on se pose vraiment voilà, ça devient limité. Et c'est un peu le même problème qui se pose aujourd'hui avec le Grand Paris. Le Grand Paris Express. Quand on va parler forcément de la ligne 15 qui est en train d'être en construction actuellement et ensuite en aménagement, eh bien tout ça est lié évidemment à ce phénomène. C'est exactement le même. C'est-à-dire qu'on se rend compte que la population s'agrandit, que les systèmes sont obligés de s'adapter, et c'est exactement ce qui s'est passé en 1900, au moment où on a lancé. Alors, la véritable acte de naissance, c'est 1896. Il a fallu 36 ans, parce qu'on avait peur que ce soit en souterrain, parce qu'on avait peur aussi que ça éloigne les habitants de Paris de la capitale. On se disait, ah là là, si jamais ils ont un système facile, ils vont quitter Paris. Ils vont quitter Paris, ils vont vivre tous à l'extérieur, il n'y aura plus d'habitants.
voyez, c'est des questions qui... C'est incroyable, qui reviennent finalement. Régulièrement. Et la question se pose ensuite de se dire maintenant qu'on a décidé de le faire, à qui on va le confier. Ça va être Fulgence Bienvenue, parce qu'il est spécialiste à la fois... Monsieur Bienvenue, bien qui sûr, d'ailleurs a donné son nom à la gare de Montparnasse. Et que tout le monde imagine comme étant « Allez, bienvenue à Montparnasse ». Non, Alors, voilà, c'est son nom. Je dois le dire, je l'ai appris tout à l'heure. La seule personnalité à avoir une station à son nom de son vivant. C'est vrai? Absolument. Comme Montparnasse, Bienvenue. comme C'était à l'inauguration de la station. Voilà, comme C'est Victor Hugo avait son avenue de son vivant. Et donc Fulgence Bienvenue va faire un certain nombre d'innovations pour cette construction, parce qu'il faut aller vite, que la décision a été prise seulement 4 ans avant la réalisation finale. Et il faut imaginer ce que ça a été avec les conditions. On a creusé à la pioche, on a creusé même à la main pour certains endroits. Incroyable. Et puis surtout, ensuite, eh bien, il faut faire cette ligne 1 qu'on connaît aujourd'hui, dans les conditions de l'époque, qui va avoir un grand succès, puisque c'est 17 millions de personnes qui vont être transportées pendant cette année 1900. Comment est-ce qu'on voyageait à l'époque? Avec quel type de transport? Est-ce qu'il y avait déjà un ticket? Alors oui, parce que évidemment il faut payer son billet, et donc il y a 3 Ne nous dites pas le prix, ça va nous faire du mal. Là. Alors, il y a 3 types de transport à l'époque. Depuis, l'offre tarifaire a légèrement évolué, comme vous le savez. Donc, il y a première classe, parce qu'il faut rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a des premières classes dans le métro. Deuxième classe et billets aller-retour. D'accord. Point. Voilà, 3 offres. C'était simple. Très simple, voilà. Et puis, l'offre tarifaire va s'adapter. Et en fait, le ticket de métro, il est le reflet de l'évolution des modes de transport et donc des modes de vie. Le 4e tarif à être créé, c'est dans l'entre-deux-guerres. Les associations d'anciens combattants font un lobby auprès de la compagnie des chemins de fer, du chemin de fer métropolitain de Paris, et ils obtiennent un tarif réduit pour les mutilés de guerre et un emplacement privilégié dans les rames de métro. Certains qui nous écoutent... Ne me grignotez pas mon émission, Voilà, puisque j'allais parler évidemment de cette période qui est la guerre. Non, mais je plaisante, mais donc il y avait déjà des tickets de métro, vous l'avez expliqué, avec cette répartition en classe et ce billet aller-retour. Ça valait combien un ticket de métro? 15 centimes, et alors le prix est le même que du réseau de surface, parce qu'on concurrence aussi quand même le réseau de surface. Donc on s'aligne sur les prix des omnibus hippomobiles, puis omnibus automobiles. Jean-Baptiste Pejon, quand on revient comme ça sur l'histoire du métro, j'imagine que ça nous fait réfléchir, que ça nous oblige, qu'on se dit qu'on doit faire acte de cette histoire, évidemment, quand on mène des projets comme celui du Grand Paris Express. Est-ce que vous rejoignez les propos de David Chantrane quand il dit que finalement, on est toujours dans cette même dynamique de réfléchir à l'évolution de nos territoires et de remplir et de répondre aux besoins des usagers? Oui, complètement. Et puis surtout, la même réflexion qui avait eu lieu au XIXe siècle, c'était pour apporter des nouvelles solutions de transport, mais pour amener une forme de transition dans la façon de se déplacer. Ce qui se passe aujourd'hui avec l'arrivée du Grand Paris Express, c'est aussi une forme de transition. Car aujourd'hui, on le sait, on ne peut plus se déplacer comme avant, et notamment avec une réduction de la voiture individuelle qui doit de toute façon s'effectuer. Et pour cela, il faut forcément fortifier le réseau de transport en commun. C'est ce qu'on fait avec donc c'est plus de 150 km de lignes qui arrivent avec le Grand Paris Express, et trouver des solutions alternatives pour que les gens, aujourd'hui 30% des usagers se déplacent en transport en commun. Donc effectivement, on a aussi la mobilité active comme le vélo qui prend une part de plus en plus importante, la marche qui reste toujours la plus importante, mais on sait que les transports en commun sont la solution pour aujourd'hui aller vers d'autres alternatives. Et donc, comme à l'époque où ces transports en commun apportaient une alternative au cheval, eh bien demain, le renforcement des transports en commun en Île-de-France apporteront une alternative toujours plus importante à la voiture individuelle qui, de toute façon, doit réduire sa place en Île-de-France. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression, avec le Grand Paris Express, d'être hyper précurseur, d'être finalement assez porteur en la matière et sur le sujet des transports dans les grandes villes. Pourtant, quand on regarde sur la création du métro, on n'était pas les premiers. Il y a eu Londres en 1863, New York en 1868, Chicago 92, Budapest 1896. On était donc un peu à la bourre, pour le dire. On était à la bourre pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y avait ces craintes que j'ai évoquées, qui vont en plus être alimentées par les premiers accidents. En 1903, il y a un premier accident, un gros incendie, qui va faire 84 morts à la station Couronne, et ça va aussi contribuer à ralentir un petit peu le mouvement, même si après ça va s'accélérer, on le sait, à la veille de la Première Guerre mondiale. La deuxième raison, c'est que souvent, c'est lié à des problèmes, on va dire, administratifs. D'accord. Et en France, comme toujours, il y a l'État contre la ville. On va dire contre le département de la Seine, qui est à l'époque le cas. Et ça 75. continue, je vous rassure. J'évoque que l'histoire, moi. Moi, je suis qu'un historien. Je me pose pas la question. Mais c'est vrai que ce côté-là va contribuer aussi à ralentir le mouvement, alors qu'on aurait dû être à la pointe du progrès. Donc, on va constituer ce réseau de métro
pour répondre à une question essentielle qui est celle de l'accueil du public au moment de l'exposition universelle, comme je l'ai évoqué, et ce qui va être encore le cas, ce qui était un peu le cas aujourd'hui au Avec moment les des Jeux Olympiques. Oui. Voilà. Donc on a accéléré le mouvement sur ça parce que forcément il faut répondre à ce besoin. Et l'autre phénomène, c'est un phénomène politique, c'est-à-dire répondre à des questions liées à la population elle-même qui s'accroît, qui se déplace différemment, c'est ce que vient de nous dire votre invité. Et sous cette manière-là, eh bien, il faut répondre de manière efficace. Et cette efficacité, eh bien, elle est ralentie, je vous l'ai dit, par deux autres phénomènes, l'administratif d'un côté et la crainte de l'autre. Donc il faut dépasser ces deux aspects, ce qui va être fait, mais bien évidemment, comme souvent, un peu à la bourre. Un peu à la bourre, oui. Et on va profiter forcément de l'expérience de Fulgence Bienvenue, qui a été vraiment, je vous l'ai dit, un ingénieur très efficace pour l'assainissement et pour les égouts, ce qui va aussi contribuer à aller peut-être plus vite que si on avait confié ça à des personnes qui étaient novices en la matière. Il faut le dire, au début, les Parisiens sont frileux, presque en colère déjà aussi, parce qu'il y a des travaux, évidemment, qui sont colossaux, et puis frileux par rapport à cette innovation, cette nouveauté, ce truc qu'on ne sait pas trop bien nommer d'ailleurs. Ils sont frileux parce que descendre sous terre, c'est pas normal, tout à fait, et puis la traction électrique, elle est toute neuve. Et donc, David a évoqué l'accident de Couronne, la station de Couronne, lié effectivement à un court-circuit, etc. Petite anecdote, les gens qui sont morts au métro Couronne, c'est des gens à qui on avait demandé d'évacuer la station et qui ont dit, on a payé notre billet, on veut être remboursé. Ils ont perdu du temps et à l'époque, l'alimentation électrique n'était pas séparée, enfin l'alimentation électrique était unique, pardon, elle n'était pas séparée de la traction de l'éclairage des stations. Donc quand ils ont coupé le courant parce qu'il y avait un risque majeur, les gens étaient plongés dans le noir, mouvement de panique, il n'y avait qu'une sortie, et une partie s'est orientée sur le quai face à un mur. Voilà. Comme le phénomène du bazar d'hôtel de ville, c'est le mouvement de panique, finalement, qui va faire beaucoup plus de morts. Évidemment, et qui ouvre des pages très sombres de l'histoire. Au bout de 5 mois, déjà 4 millions de voyageurs qui ont emprunté le métro parisien. Est-ce qu'on sait quel en était l'usage? Est-ce que c'était un usage vraiment quotidien, comme ça peut être aujourd'hui le cas pour les Parisiens ou pour les Franciliens, ou est-ce que c'était un usage, j'allais dire presque récréatif? On veut découvrir le métro, on veut savoir ce que c'est. Il y a les deux. Il y a les deux. Oui, il y a les deux. Il y a les deux. Au départ, c'est récréatif. Au départ, il y a toujours la nouveauté. La nouveauté, oui, descendre. Il y a le fait aussi de se dire, c'est quand même étonnant, on va découvrir des endroits qu'on ne connaît pas. D'accord. Parce que c'est ça aussi. Et c'est vrai que le ticket aller-retour va le permettre. Et puis l'autre phénomène qui va jouer, c'est qu'il y a un caractère quand même qui était voulu dès le départ, c'est qu'on longe avec cette ligne, on longe la Seine et qu'on se retrouve dans des endroits qui sont quand même assez prestigieux. D'accord. Donc, c'est l'équivalent de la ligne 1 aujourd'hui? Ah, c'est ça, c'est exactement ça. C'est la ligne 1. Qui va être prolongée ensuite. Qui s'arrêtait à Porte-Maillot et Porte de Vincennes, et après elle sera prolongée par la suite. Jusqu'à Vincennes d'un côté et jusqu'à la Défense aujourd'hui de l'autre. Et donc ce côté-là va jouer également pour à la fois l'efficacité, parce que c'est quand même le grand axe ouest-est. Bien sûr. Qui va se doubler ensuite du nord-sud, qui s'appellera d'ailleurs nord-sud. Nord-sud, qui est une deuxième compagnie. Parce qu'il y a deux compagnies. Ah, il y a deux concessions. La RATP, ça n'est que de 1949. À l'époque, ce sont des compagnies individuelles qui exploitent leur ligne à elles. Et donc la ligne nord-sud ne fonctionne pas pareil que la ligne Alors si, elle fonctionne pareil, sauf que comme elle arrive après, et ils sont un peu challengers, ils vont mettre au niveau de l'aménagement, de la décoration, ils vont surenchérir. C'est pas vrai. Alors en fait, la ligne nord-sud, aujourd'hui, en gros, c'est le tracé de la ligne 12. Une petite partie de la ligne 13, je ne rentre pas dans les détails, mais si vous regardez, parce qu'on a maintenu ça au niveau du patrimoine, vous regardez les entourages, des publicités, etc., c'est très différent du métro. Il faut absolument qu'on y fasse plus attention. Oui. C'est vrai qu'on est tellement habitué à emprunter ces on a tous le carreau de faïence blanc biseauté dans la tête. Mais il y a autre chose. Il y a ce qu'explique effectivement Grégoire, c'est tous les éléments de décoration, d'ornementation pour en jeter effectivement, pour montrer qu'on est, nous, dans le meilleur accueil que le voisin. Et les noms de stations sont surdimensionnés par rapport sur Liège. Allez voir Liège. Ah oui, oui. C'est le meilleur exemple. Oui, absolument. Parce que Liège, c'est vraiment... Alors le Liège, il est grand, mais comme... c'est un 4x3, quoi. Ouais. Et il reste encore une guérite de chef de station à Liège, qui est, je crois, la seule encore du réseau, parce qu'il y avait un chef de station, il y avait beaucoup de personnel à l'époque dans les stations. Et puis il y a le poinçonneur. Alors le poinçonneur, on l'a vu d'ailleurs, parce qu'on a passé tout à l'heure, pendant que vous nous expliquiez les histoires des premiers tickets de métro, on a vu un des premiers tickets de métro poinçonné, en effet. C'est l'ancêtre du contrôleur, le poinçonneur? Ah non, c'est pas du tout. Le poinçonneur, c'est lui qui, à l'entrée, va oblitérer votre ticket. Oui, mais c'est l'équivalent de la machine qui aujourd'hui nous dit si on a le droit de rentrer. Oui, voilà, mais quand vous parlez de contrôleur, il y avait aussi dans le métro des contrôleurs. Ah, il y avait des poinçonneurs et des contrôleurs. Voilà, si vous faites le cheminement, vous prenez le métro, je pense en 1910, vous arrivez, vous achetez votre ticket
ticket au guichet. Après, vous descendez sur le quai, vous avez un poinçonneur qui vous poinçonne. Et si vous avez un petit peu plus d'argent, de revenus, vous allez en première classe. Et là, quand vous montez dans le wagon de première classe, vous avez un deuxième contrôle. Et dans le wagon de première classe. Voilà. Est-ce que je peux être un peu loustique? Je peux poser une question? Ouais. Il n'y a pas des manières de poinçonner soi-même un ticket? De poinçonner? De soi-même trouer son ticket de métro pour dire qu'on a Quel intérêt? En revanche, ça amène une autre question, c'est la fraude. Et ça, c'est une anecdote assez rigolote, c'est qu'on date l'apparition des premiers fraudeurs dans le métro à l'époque de l'occupation, pendant la Seconde Guerre mondiale. D'accord. À l'époque, le trou fait par le poinçonneur fait 4 mm. Tout le monde s'en fout. Et tout d'un coup, en 1941, on passe de 4 à 6 mm. Alors, on n'a pas d'explication parce qu'une grande partie des archives de la RATP avant 1944 ont disparu. D'accord. Donc ça, c'est une hypothèse désitériophile. C'est qu'en fait, à l'époque, c'est la France du système D. On grappille sur tout, on fait des économies sur tout. Et notamment sur le ticket de métro. En fait, les mecs avaient trouvé le système, c'est que mettre un bout de mie de pain dans le trou de 4 mm, c'est assez simple. Et le poinçonneur, il peut faire jusqu'à 3000, 3500 trous par jour sur les grosses stations. Donc le contrôle, il est visuel, ça va très vite. Donc ticket troué, pas troué. Oblitéré, pas oblitéré, voilà. Exceptionnel. Ça, c'est une excellente anecdote. Je l'ai adoré. Ouais. On continue et on regarde, si vous le voulez bien, messieurs, un extrait du documentaire sur les grands succès du métro parisien. Alors que l'inauguration se fait presque en catimini, en cet été 1900, ceux qui ont pris le pari fou de ces tunnels qui sillonnent la capitale ont une nouvelle crainte. Les Parisiens voudront-ils descendre dans ces souterrains ? En réalité, c'est tout de suite un véritable succès. Et dès la fin de l'année 1900, on avait presque atteint 17 millions de voyageurs. Une performance inimaginable. Car chaque rame n'est constituée que de 3 voitures en bois qui circulent à 21 km/h maximum. On est loin des performances du métro actuel, avec ses 400 rames de 90 mètres de long, de plus en plus automatisées et qui transportent chaque année 1,4 milliard de passagers. Plus de 4 millions de voyageurs chaque jour. Alors ça fait partie des grands succès, évidemment, du métro parisien. Jean-Baptiste Pejon, quand vous voyez ces grands succès, vous vous dites que le Grand Paris Express ne peut décemment qu'être un grand succès. Est-ce qu'il y a une pression quand on voit justement ces succès successifs, les barres qu'on a réussi à passer avec ces années et donc derrière l'agrandissement, évidemment, du réseau? Est-ce que vous vous dites que vous n'avez d'autre choix que de réussir cette grande mission du Grand Paris Express? Oui, bien sûr, mais il y aura de la réussite derrière parce qu'il y a beaucoup de besoins. Et d'ailleurs, on le voit, je reprends l'exemple tout à l'heure, monsieur disait qu'il y avait vraiment une confrontation entre l'État et la ville au moment de l'installation du métro. On a eu la même chose il y a 20 ans quand on a pensé le projet du Grand Paris Express, puisqu'il y a vraiment une opposition avec deux bords différents à cette époque-là entre la région et l'État. Et donc, on a vraiment un projet qui était mixé entre des lignes de desserte, comme la 15 ou la 16, qui vont en fait avoir beaucoup d'arrêts sur leur distance, et puis surtout qui vont desservir beaucoup de municipalités, et puis des lignes plus de transit, comme la 17 Nord ou la 18, qui là vont lier plutôt des pôles d'attractivité. On voit entre Saclay par exemple et Versailles, ou Roissy, Gonesse et Blanc-Ménil, Saint-Denis pour la 17 Nord. Donc en fait on a un projet qui est différent selon les lignes, mais qui évidemment va fonctionner parce que pour certaines, notamment la 15 et la 16, répondent considérablement à un besoin, et on sait que les gens ont besoin aujourd'hui de ces solutions de transport, surtout comme je le disais tout à l'heure, pour avoir d'autres alternatives et pour pouvoir se déplacer aussi dans d'autres rayons, et c'est notamment ces fameux transports de banlieue à banlieue pour éviter de repasser dans Paris. Donc le Grand Paris Express est une énorme avancée, est un très gros enjeu, et puis surtout pour devenir le plus gros réseau de transport en commun du monde, puisque aujourd'hui on estime encore qu'on est derrière Tokyo, mais c'est déjà considérable, et donc on va devenir le plus important. Donc c'est vraiment un défi à tous les étages et qui fera évidemment rayonner aussi notre territoire à l'international. Quand on écoute ce projet du Grand Paris Express, on pense aux évolutions successives du métro, évidemment, et puis à ses agrandissements aussi, avec la banlieue qui a progressivement été reliée par le métro et ses conséquences, évidemment, sur l'urbanisme, sur nos villes. Est-ce qu'il y a un enjeu? En fait, je me demande qui de l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est parce qu'on a des besoins, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on construit évidemment un métro? Derrière, est-ce que c'est aussi pour répondre à des besoins de démocratisation, pour relier aussi certains territoires à Paris, qu'on fait certains choix? Comment est-ce que ça fonctionne? Il y a des
décisions qui sont prises. Il y a les deux, forcément, parce qu'il faut essayer de répondre à une demande et à la fois il faut la provoquer. Parce qu'en la provoquant, c'est ce qu'expliquait votre invité, c'est aussi de favoriser et d'avoir le réflexe. Et c'est ça exactement ce qui va être difficile au début pour le métro, c'est que ce réflexe il ne va pas être pris tout de suite. D'accord. Et donc ce réflexe il va être surtout pris au moment où on va se rendre compte, 1, qu'on va plus vite, 2, que c'est sûr. Et la sécurité va jouer également énormément. Beaucoup. Et le caractère aussi intéressant, c'est le phénomène qui évite tout aléa. Et les aléas, on sait que c'est compliqué pour le quotidien. Oui. Donc accélérer le mouvement pour améliorer les conditions à la fois d'échange et de communication. Et finalement, pour le luxe aussi, de gagner du temps. Exactement. Et gagner du temps. Et puis la contrainte aussi, c'est que pendant l'occupation, les gens n'ont pas d'autre choix que de prendre les transports en commun. Il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de pneus. En 1941, le réseau du métro atteint 1 milliard de voyageurs transportés. Parce que les gens ne peuvent pas faire autrement. Si vous n'avez pas de bicyclette, vous avez vos pieds. Et si vous allez bosser loin, la vie continue. Donc on n'a pas le choix et ça, vous prenez le métro. 1 milliard, c'est un pic énorme. Quand on voit aujourd'hui 1,4 milliard, c'est pas énormément différent. Parce qu'à l'époque, effectivement, tout manque. Donc on n'a plus du tout ni transport individuel, ni essence, ni quoi que ce soit. Elles sont majeures, ces périodes et de la Première Guerre et de l'entre-deux-guerres et ensuite de la Seconde Guerre mondiale pour finalement redéfinir le métro. Et vous avez parlé de ces flux immenses de voyageurs. Oui, et puis ça va avoir des conséquences aussi, non seulement sur l'aspect de la vie quotidienne, ce qui est quand même une chose importante, mais aussi sur les réseaux de résistance. Parce que sous ce caractère un petit peu de sécurité, etc., on est protégé. Et en étant protégé, on est peut-être à l'abri d'un certain nombre de regards. Donc, on va l'utiliser dans un premier temps. Et quand la surveillance va se renforcer, dans ces cas-là, il va falloir éviter forcément le métro. Grégoire, tu as une anecdote peut-être ? Oui, absolument. Ouais. Daniel Cordier, bien sûr. Compagnon de la Libération, qui était le secrétaire et l'assistant de Jean Moulin, était à Paris en juin 1943 lorsque Jean Moulin est arrêté. Et il raconte très bien dans Alias Caracalla, son livre de mémoire, comment il fait pour communiquer avec les réseaux, s'échanger des messages. En fait, il profite du métro et de la foule du métro au moment où les gens descendent pour s'échanger les messages. Et ça ressemble au film d'espionnage qu'on connaît avec les billets qui se sont échangés justement dans des zones qui sont très peuplées ou très... Oui, voilà. Et puis, on va pas rentrer dans le détail, mais Cordier, cette anecdote, il reste d'ailleurs prosté sur le quai du métro, je crois, Châtelet, quand il apprend l'arrestation de Jean Moulin à ce moment-là. Bon, il y a le métro pendant l'occupation et la Libération, puisque le métro a servi aussi à héberger... C'est-à-dire, ça nous intéresse. Au moment du soulèvement en août 1944, le colonel Roland Tanguy va installer de manière provisoire son PC au métro, sur le métro. Non, au sein dans la station d'Enfer-Rochereau. Un temps, pas très longtemps, mais il va se servir de ça. Et parce que les Allemands avaient mis des barrages partout filtrants, et donc les résistants, le métro est arrêté. C'est la seule fois d'ailleurs dans l'histoire du métro où il y a une grève qui va durer un peu plus de 3-4 semaines, où le métro est totalement arrêté. C'est la seule. Et donc on peut circuler entre les... Non, il est quand même fermé, mais les résistants se servent des tunnels pour passer, pour éviter les contrôles des Allemands. Et les Allemands ne descendent pas vraiment dans le métro parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ne connaissent pas bien. En revanche, vous avez une résistance au sein de la RATP, ce qui deviendra la RATP, donc effectivement, ils se servent de ça, absolument. C'est des histoires incroyables. Oui, et le côté souterrain est intéressant parce qu'on s'est longtemps posé la question, est-ce qu'il fallait que ça soit souterrain ou au contraire... Est-ce que les Parisiens vont descendre là où sont les rares ? Déjà, il y a ça. Comme ça. Déjà, et puis le problème de la lumière, et le problème de la sécurité, de l'hygiène, et tout ça. Donc on s'est posé la question de savoir s'il ne fallait pas faire des structures aériennes. Mais ça posait des questions à la fois par rapport aux voies, par rapport à la circulation esthétique, et puis surtout par rapport aux étages dans lesquels les gens habitaient. On se disait, mais alors on va être surveillé par des gens qui passent là. Donc, ce qui est le cas d'ailleurs sur certaines lignes. La 2, la 6 par exemple aujourd'hui, qui sont aériennes, etc. À partir de quand est-ce qu'il y a un abonnement dans le métro ? À partir de quand est-ce que ce système de tickets évolue ? Alors on revient, le premier abonnement c'est 1941, c'est avec la création de la carte hebdomadaire du travailleur de travail, pour répondre à cet afflux. Et après ça va évoluer, il y aura une carte hebdomadaire pour les étudiants, mais ça c'est les enfants du baby-boom au début des années 60. Tarif étudiant donc ? Oui, c'est un abonnement pour les étudiants. Et puis en 75, on va créer la carte orange. Et là encore, on se dit ça va être pour les gens qui travaillent et tout. Et la carte orange connaît un succès fulgurant parce que les gens qui n'en ont pas besoin quotidiennement finalement l'achètent parce que en fait c'est la liberté d'aller et venir avec un abonnement sur une durée d'1 mois. Après la carte orange va se diversifier par mois, par année, etc. Pour aller de plus en plus vers ce qu'on connaît finalement. Et après le pass Navigo. Et puis parce qu'il y a aussi la crise du pétrole.
ces années 70, elles sont liées aussi à ça. Au choc pétrolier. Oui, donc baisse de la fréquentation. Baisse de la fréquentation. Ouais. Donc on doit moderniser et aussi améliorer les conditions, d'où le fait que le dernier poinçonneur c'est 73, que cette carte effectivement arrive en 75. Donc il y a aussi ce phénomène qui joue à plein. En réalité, pour dire les choses autrement, le métro c'est un véritable révélateur de la société qui évolue et des évolutions aussi à la fois politiques et de manière internationale. La société grâce au métro. Et internationale. Et internationale. Et c'est ça qui est passionnant. Parce qu'en réalité, à travers l'histoire du métro, c'est aussi toute notre histoire finalement internationale qui se révèle à travers elle. Quand vous dites qu'il y a même des gens qui prennent cette carte orange alors qu'ils n'en ont pas vraiment besoin, en tout cas qui n'en voient pas le besoin parce que elle offre cette liberté, j'imagine qu'elle est aussi à un prix qui est complètement dérisoire en termes de coût par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Dérisoire, c'est difficile de dire par rapport au coût de la vie de l'époque. Oui, en effet. Je crois que c'était 40 francs à l'époque, quelque chose comme ça en 75. Bon, ça reste évidemment moins élevé que ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, alors mais bon. il y a une donnée aussi qui est importante, il faut renvoyer ça à la société, c'est que, et David là-dessus, la mensualisation des salaires pour les ouvriers, c'est quoi? C'est Pompidou. C'est ça. C'est Pompidou, donc début des années 70. Au début, les tickets, ils se vendent à l'unité ou en carnet. Donc l'idée de vendre un abonnement et d'immobiliser de l'argent pour quelqu'un qui a des revenus faibles, ça correspond pas, et on revient à ce que tu disais, c'est qu'en fait, le métro, et la tarification du métro, elle s'adapte à l'évolution des modes de transport et donc des modes de vie. Elle est le reflet de notre société. Justement, on va continuer à parler de ces évolutions et de ces villes en mutation, mais cette fois-ci plus patrimoniales, sous un angle aussi plus technologique, parce qu'on sait que c'est évidemment lié aux enjeux de notre société. On écoute un dernier extrait de ce documentaire qui sera diffusé ce soir. Le métro, pour moi, c'est l'éternelle modernité. C'est-à-dire qu'il faut se réinventer en permanence. La ville, elle évolue. Le métro, il doit évoluer, il doit suivre la ville. C'est le réseau sanguin, entre guillemets, de la ville. À la fois, on a un métro patrimonial qu'on entretient, qui est un métro historique pour lequel il y a une relation affective avec ce métro. Et puis, il y a aussi cet enjeu technologique permanent de remise en cause. Et cet enjeu vers l'automatisme, vers le métro sans conducteur. Les deux doivent vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on doit faire vivre à la fois du métro historique et un métro moderne. Alors là, on parlait d'innovation technologique, on était en 2016, on sait à quel point on a progressé depuis, à quel point on va continuer à progresser. Ça va ressembler à quoi le métro aller dans 20 ans, 30 ans ? Difficile à dire. En revanche, ce qui est peut-être intéressant de dire, c'est que quand même, le métro de Paris, il a techniquement, en niveau ingénierie, etc., il a toujours été à la pointe. Il faut rappeler que la RATP, avec ses filiales d'ingénierie et d'export, ont créé des réseaux de métro clés en main en Égypte, au Caire, à Mexico. Donc on a voulu exploiter notre savoir-faire. Ce savoir-faire, il est unique en fait. Les Parisiens, et c'est très parisien et très français, c'est de se plaindre de voilà, absolument. Mais imaginez, on le voit quand il y a des grèves, quand il n'y a plus de métro, la ville est congestionnée. Mais à chaque fois, on n'a pas le temps, mais à chaque fois, on a fait de grosses performances en termes d'ingénierie, d'innovation, de viaducs, de structures, de passer sous la Seine, ce qui n'était pas évident à l'époque. Il a fallu construire à partir de blocs qui avaient été, bon, je ne rentre pas dans le détail, mais pour passer de Châtelet à Cité, sur la ligne 4, qui à l'époque voulait passer au départ sous l'Académie française, mais alors tout de suite, c'était un tollé. On s'est dit non, on va pas passer sur le quai Conti. Donc on a évité, on est allé sous la Seine avec une structure, avec 3 blocs pour passer en dessous avec un tunnelier, et puis ensuite on est arrivé à Cité, et de Cité, on est passé de l'autre côté avec seulement 2, parce que le bras de la Seine est plus court de ce côté-ci. C'était vraiment des vraies performances. Ah oui, vous ne voulez pas me dire à quoi ressemblera le métro dans 30 ans? Mais est-ce que ça va être quelque chose d'ultra futuriste? Est-ce que c'est l'objet de tous nos fantasmes? Ou est-ce qu'en fait ça va suivre les évolutions? Il est déjà plus connecté, il est déjà plus rapide, il est déjà plus efficace. Il y a aussi les barrières. L'automatisation des barrières. Mais ça, c'est un élément qui a quand même énormément changé. Et puis surtout, maintenant, on n'a plus besoin de conducteurs. Donc ça veut dire que c'est une structure qui permet de surveiller à distance. Alors ça peut comporter aussi parfois de difficultés, mais au moins c'est un élément qui est en train d'évoluer depuis 25 ans. On va continuer à se laisser surprendre. Alors merci beaucoup David Chantrade, merci beaucoup Grégoire Tonnat d'avoir été avec nous en plateau, et merci à Jean-Baptiste Pejon d'avoir été avec nous en visio. Et je vous propose maintenant qu'on passe à l'entretien culture. Au
printemps, le Muséum national d'histoire naturelle propose toujours une grande exposition thématique. Cette année, elle est consacrée au désert. Un voyage inédit de l'emblématique Sahara au désert polaire, sans oublier les mythiques déserts de Sonora, Atacama et Gobi, absolument uniques. Ils ont un point commun, celui d'offrir des conditions de vie particulièrement hostiles à la vie. Et je vous propose qu'on regarde la bande-annonce ensemble. Chaud ou polaire, de pierre, de sable ou de glace, les déserts ont un point commun, des conditions a priori hostiles à la vie. Et pourtant, animaux, végétaux et humains ont su s'adapter à ces milieux extrêmes. Du Sahara à l'Atacama, en passant par l'Antarctique, embarquez pour un voyage inédit avec l'exposition Désert à la Grande Galerie de l'Évolution à Paris. Parle avec Anne-Camille Bouillet. Vous êtes conceptrice de cette exposition. Au printemps, vous organisez ce qu'on appelle une grande exposition à laquelle vous consacrez un thème. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette année le thème des déserts ? Alors le thème des déserts, c'est un thème extrêmement riche qui nous permettait d'aborder énormément de thématiques qui sont tout à fait pertinentes au Muséum national d'histoire naturelle. L'idée, c'était vraiment de partir de l'image qu'on a des déserts, qui est une image assez réductrice finalement. Tout à fait. En général, on imagine... Qui produit de notre imagination et on imagine finalement ce qui est peut-être plutôt le Sahara. Alors c'est ça, donc c'est pas faux, effectivement. C'est un désert. C'est un désert, donc voilà, des dunes de sable, des dromadaires, mais en fait, derrière ce terme désert, il y a une variété qui est beaucoup plus riche, et donc c'est ça qu'on a voulu montrer. On a voulu montrer une variété de paysages, une variété aussi en termes de minéralogie, et puis une biodiversité incroyable, évidemment. Tirer le fil de l'adaptation, en fait, donc l'adaptation des animaux, des plantes, et puis également l'adaptation des humains dans ces milieux qui peuvent nous paraître a priori hostiles à la vie humaine, et qui en réalité abritent une biodiversité tout à fait riche, et puis des hommes et des femmes y ont élu domicile. C'est vrai que c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette exposition. On s'éloigne un peu de notre imaginaire collectif et on redécouvre ces déserts polaires, ça paraît antinomique, ces déserts de sel. Ils représentent un tiers des surfaces émergées de la planète, ça je l'ai appris en travaillant le sujet. Certains sont brûlants, certains sont formés de sable, d'autres sont formés de glace. C'est des paysages qui sont souvent absolument incroyables, à couper le souffle. On en découvre quelques images. Vous nous en présentez les limites géographiques. Et puis, finalement, des maquettes de dunes, des collections de sable du monde entier, des échantillons minéralogiques, finalement, des petits bouts de ce qu'est le désert partout dans le monde. C'est ça, tout à fait. L'idée, c'était de montrer cette diversité. Et puis, comme vous dites, peut-être une des premières surprises, c'est de voir qu'il y a des déserts froids, des déserts polaires. C'est vrai qu'on ne les inclut pas forcément comme ça, d'emblée, dans cette catégorie. Et donc, c'était vraiment intéressant parce que ça nous a permis d'explorer les déserts à travers nos collections aussi, puisqu'il y a plus de 90% des spécimens qui sont présentés dans l'exposition qui étaient déjà des collections du muséum. Et à la fois, du coup, de nature extrêmement variée, puisqu'il y a des collections minéralogiques, il y a des collections d'animaux naturalisés, d'animaux amphibies, de plantes, et puis des collections ethnologiques aussi, quand on parle des humains. J'ai remarqué que vous aviez essayé de nous donner une définition du désert. C'est pas une chose simple, parce que quand on demande à un enfant, il va nous dire c'est là où il fait chaud. Tout à fait. Un adulte, finalement, peut-être beaucoup aussi. Et finalement, c'est une pluralité de réalités, non ? Oui, et même d'ailleurs, quand on demande à des scientifiques, ils n'ont pas forcément exactement tous la même définition en fonction de la discipline qu'on interroge. Je dirais que l'un des principal critère commun à tous ces milieux, c'est quand même l'aridité. Alors l'aridité, en fait, c'est la rareté de l'eau sous forme liquide en surface. Je dis sous forme liquide parce qu'effectivement, dans les déserts polaires, il y a beaucoup d'eau, mais la plupart du temps sous forme de glace. Et donc ça, c'est une des premières caractéristiques. Après, il y a d'autres caractéristiques qui les rassemblent, les températures extrêmes, dans le chaud ou dans le froid. Et justement, ces conditions de vie extrêmes, elles obligent les espèces, qu'elles soient animales, végétales et même les êtres humains, à s'adapter pour survivre. Vous avez parlé de rareté de l'eau, il y a ces températures extrêmes évidemment, il y a ces tempêtes de vent, ces tempêtes de sable qui sont finalement aussi des architectes qui façonnent ces déserts. Ça donne des procédés particulièrement ingénieux, particulièrement fascinants et une biodiversité qui est rare.
qui est incroyable, avec des espèces qu'on trouve nulle part ailleurs. Alors il y a certaines espèces qui sont tout à fait endémiques, donc vraiment spécifiques à ces milieux, et puis avec des stratégies d'adaptation qui sont surprenantes. Moi ça me fascine. Par exemple, justement par rapport à la rareté de l'eau, on va essayer de trouver des stratégies pour capter la moindre goutte d'eau et puis pour retenir l'eau au maximum aussi. Et alors on présente des buveurs de brume, ce qu'on a surnommé comme ça, c'est-à-dire qui vont dans des déserts qui sont des déserts océaniques, comme le désert du Namib, où il va y avoir donc de la brume au petit matin, et qui vont du coup aller chercher l'eau dans l'atmosphère. Par exemple, le petit ténébrion, qui est un petit coléoptère qui va monter en haut des dunes, se mettre la tête en bas en position de poirier, et qui va pouvoir du coup capter les gouttes d'eau qui vont ensuite être guidées grâce à des petits sillons dans ses élytres sur son corps. L'eau va être guidée jusqu'à sa bouche. Vous savez que c'est un sujet qui me fascine, le biomimétisme. On s'imprègne de la nature et de ce qu'on apprend de la nature, de cette résilience aussi des espèces pour construire des procédés ingénieux pour nous. J'imagine que ça fait partie aussi des choses auxquelles vous avez pensé en construisant cette exposition, en vous disant non mais c'est incroyable finalement cette ingéniosité de la nature, et c'est évidemment ce que vous nous présentez. C'est aussi l'occasion de redécouvrir des étonnante adaptation morphologique, physiologique ou comportementale. Moi, j'ai envie de prendre la stratégie du cactus ou du lézard pour recueillir et profiter de la moindre goutte d'eau, la stratégie de la fourmi argentée pour supporter des températures extrêmes, le renard polaire pour son art du camouflage absolument incroyable. Mais c'est impressionnant. Enfin, en fait, moi, ça m'émeut presque. Oui, c'est fascinant. Ils ont tous en fait des combinaisons de stratégies, parce que vous parlez du renard polaire, donc il y a effectivement, comme beaucoup d'animaux de ces milieux arctiques, des couches de protection, de gras, de poils ou de plumes. Et puis, cette capacité à se camoufler. Là, on voit le renard polaire dans sa version hiver, mais qui va du coup changer de pelage au moment du printemps et être du coup plutôt dans les gris, et donc se fondre dans le décor dans l'Arctique après le dégel. Il va y avoir également des sens particulièrement développés. On trouve chez les animaux des déserts chauds, ils ont des grandes oreilles. Alors ces grandes oreilles, elles vont avoir plusieurs fonctions. D'abord de permettre d'augmenter la surface de dissipation de la chaleur. Elles sont très vascularisées, donc lutter contre les températures chaudes, mais ils vont aussi avoir une ouïe particulièrement développée. Et c'est vrai que dans des milieux qui sont très ouverts, où finalement les populations sont très dispersées, le fait de pouvoir c'est une condition de survie, le moindre bruit, c'est un atout. C'est incroyable de découvrir, et évidemment aussi ces images qui nous permettent d'avoir un aperçu de ce qu'est cette exposition. Mais évidemment, on vous invite à aller la découvrir pour découvrir aussi ces spécimens secs et naturalisés de plantes, ces projections aussi de ces espèces animales, évidemment. On va parler des humains qui ont choisi les déserts pour vivre, que ça soit de manière temporaire et nomade ou de façon plus permanente. Vous répondez finalement à cette question que tout le monde se pose: comment vivent-ils et surtout comment survivent-ils ? Alors en fait, ils ne survivent pas. Vraiment, ils vivent. Eux, ils n'ont pas du tout le sentiment de survivre. Ça, alors que nous, si on nous y abandonnait une semaine, ça serait la catastrophe. C'est l'image qu'on peut en avoir, mais en fait, ils vivent. Pour eux, ces milieux ne sont pas des milieux extrêmes. Ce pas des habitats hostiles il y a effectivement une nécessité d'adapter son mode de vie. Et dans l'exposition, on a voulu présenter deux grandes stratégies. La mobilité, donc le fait de se déplacer. Et donc d'être nomade. Voilà, c'est le mode de vie des nomades, de se déplacer pour aller chercher les ressources là où elles sont, puisque les ressources sont rares et sont dispersées. C'est un premier mode de vie. Et puis l'autre stratégie, ça va être de transformer son milieu. Par exemple, créer un oasis. Et voilà, alors c'est l'exemple qu'on développe dans l'exposition, à travers d'ailleurs une très belle maquette d'oasis. Et ce qui est intéressant là encore, c'est peut-être on va aller contre une idée reçue qui est, en tous les cas, moi c'est celle que j'avais au démarrage de l'exposition. Je suis sûre que vous n'étiez pas la seule, je pense la partager. On pensait que l'oasis, moi je pensais que l'oasis c'était un point d'eau avec quelques palmiers qui naissaient naturellement. C'est tout à fait ce que je pensais, donc je vous rejoins. En réalité, les oasis là qu'on présente dans l'exposition, c'est vraiment une construction de l'homme avec une ingénierie extrêmement développée.
Pour aller chercher dans les nappes phréatiques. Alors, notamment pour aller irriguer, puisque l'une des premières conditions pour pouvoir créer des jardins au milieu du désert, c'est l'eau. Donc, il va falloir aller chercher l'eau dans les nappes phréatiques et la guider jusqu'au jardin. Et puis ensuite, il y a toute une stratégie par rapport aux cultures. Donc là, dans les oasis, la plante phare, ça va être le palmier dattier. Mais ce palmier dattier va abriter toute une série de cultures qui vont se développer à l'ombre de ce palmier dattier, des cultures, des arbres fruitiers, des cultures céréalières. Là encore, c'est des stratégies très riches. Oui, et c'est surtout, j'insiste sur le côté ingénierie très développé et qui va demander un travail extrêmement quotidien et dans la durée. Ça doit être entretenu. Et les oasis, d'ailleurs, ce ne sont pas que des jardins, ce sont aussi des habitats, et des habitats aussi qui sont pensés pour pouvoir donc vivre dans ces environnements. Évidemment, cette exposition, c'est l'occasion de rappeler les conséquences du dérèglement climatique et l'impact sur les écosystèmes. Concrètement, quels sont les risques principaux, les impacts les plus inquiétants aujourd'hui de notre activité sur les déserts ? Alors, il y a plusieurs types d'impacts. Il y a bien sûr le réchauffement climatique qui va du coup augmenter ce qu'on appelle l'aridification, donc le fait d'avoir un processus qui va donner des climats de plus en plus secs. Et donc, certaines régions désertiques vont devenir encore plus, et certaines régions qui sont souvent en marge des régions désertiques vont pouvoir aussi devenir des déserts. Mais on parle de désertification, sachant que la désertification, c'est pas seulement l'aridification. Souvent, on mélange un petit peu les deux termes. Donc, l'aridification, c'est vraiment le processus qui va faire qu'on va avoir des climats de plus en plus secs. La désertification, c'est la dégradation des sols dans des milieux secs. Mais la désertification, elle va être liée à des facteurs climatiques, mais pas seulement, aussi à toutes les activités humaines qui vont du coup dégrader les sols. Ça peut être l'exploitation de l'eau, les exploitations minières. Donc c'est tout ce qui dégrade la qualité des sols. Voilà, tout à fait. Et donc c'est vrai que il y a des zones, alors notamment en marge des déserts, on peut parler du Sahel par exemple, qui sont vraiment des zones qui sont particulièrement soumises à la désertification, mais finalement il y a d'autres endroits dans le monde qui peuvent être soumis à cette désertification aussi. On va parler aussi finalement des effets du réchauffement climatique sur les animaux des déserts chauds. C'est vrai qu'on peut penser que ces animaux, du coup, ils sont super adaptés et que quelques degrés de plus, ça changera pas les choses. C'est faux. Et en réalité, c'est faux. Ils sont particulièrement vulnérables parce qu'ils sont déjà à des limites physiologiques qu'ils ne pourront dépasser en s'adaptant finalement. Qu'ils ne pourront pas dépasser parce que, au bout d'un moment, toute la machinerie biologique risque de se gripper. Les enzymes, à partir d'une certaine température, ne peuvent plus fonctionner, et donc ces animaux sont particulièrement sensibles. C'est vrai aussi des animaux des déserts froids. Alors on sait que les milieux polaires sont particulièrement concernés par le réchauffement climatique, évidemment. La région arctique est une des régions du monde qui est la plus impactée. Et là encore, il va y avoir du coup des dégradations du milieu qui ont un impact direct sur les et la biodiversité, évidemment. Vous donnez évidemment la parole à des scientifiques qui sont amenés à témoigner. Vous faites, et comme toujours, une programmation en lien avec cette exposition qui est très riche, que ça soit pour les enfants, mais c'est aussi vrai pour les adultes. Ça peut être des expositions, ça peut être des conférences, ça peut être des visites guidées, des projections, des animations pour les enfants. On vous invite à découvrir ça, évidemment, sur le site du Muséum national d'histoire naturelle. Merci infiniment d'être venu nous parler de cette exposition désert qui est magnifique. Un grand merci et à très bientôt. Et on passe tout de suite à l'art de vivre. Une femme qui se coupe les cheveux est une femme qui s'apprête à changer de vie. Ce n'est pas de moi, c'est de Coco Chanel. Tandis que Givenchy, de son côté, disait « La coiffure est l'ultime indice pour savoir si une femme se connaît vraiment ». Il y a un homme qui le sait mieux que les autres et qui passe sa vie à sublimer le cheveu. Il est coiffeur des stars, mais c'est aussi un vrai puriste. Il s'appelle Olivier Lebrun et il est sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Bonsoir Olivier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes coiffeur, propriétaire du salon de coiffure Olab, rue du Louvre, dans le 1er arrondissement. Exactement. Comment est-ce que vous êtes devenu un amoureux du cheveu ?
En fait, le cheveu, c'est toujours une énigme. C'est un désir, un résultat, et parfois on ne peut pas. Et j'ai adoré résoudre certaines équations qui ne sont pas tout le temps évidentes. Et donc vous êtes un mathématicien? Je me demande si c'est pas ça, en fait. Je me demande si c'est pas les maths, les cheveux, et que c'est peut-être pour ça que parfois, on a des... Ça rend fou. Oui, il y a un côté presque échec parfois, comment on va gagner cette partie qui est pas tout le temps évidente. Et on apprend plein d'astuces, on apprend plein de trucs et on apprend à tricher. Et voilà. Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans ce que vous faites? Le sourire, les yeux, ce regard dans le miroir qui à un moment donné on sait que ça marche. Et puis quand je travaille pour des photos, c'est aussi le travail en équipe parce qu'on partage. Tout le monde arrive avec ses idées, ses intentions. Et puis je dis toujours que quand la fille elle arrive le matin, elle n'est pas du tout comme sur la couverture du magazine. Et ça, c'est que vous avez réussi votre job? C'est que tout le monde a réussi son job. C'est que tout le monde a réussi son job. Et on voit évidemment ces couvertures magnifiques qui défilent pendant qu'on discute. Résultat de votre travail et de votre travail en équipe. Quel a été votre parcours? Comment on devient Olivier Lebrun? Tout simplement en étant un assistant assidu qui travaille. C'est du boulot? C'est énorme de travail. Il n'y a rien de facile. Pourquoi? Parce que le cheveu, c'est toujours différent. Et il y a plein d'éléments qui interviennent, ne serait-ce que l'eau. Par exemple, j'entendais qu'avant vous parliez de l'eau. Tout à fait. Eh ben, l'eau, c'est un élément essentiel à notre travail. Donc ne négligez pas, quand vous voulez avoir des beaux cheveux, ne négligez pas la qualité de l'eau. Ça commence, premier conseil du maître, la qualité de l'eau. La qualité de l'eau. Et par exemple, à Paris? Compliqué. D'accord. J'ai eu la chance, avec mon travail, de voyager dans le monde entier. Et il y a des pays où l'eau, elle est extraordinaire. Un exemple? Le Chili. Le Chili? Voilà. Bon, on ne va pas aller au Chili pour se laver les cheveux, donc comment est-ce qu'on améliore... Non, mais comment on améliore les choses chez nous? Comment on améliore les choses chez nous? Eh bien, il y a pas mal de gens qui travaillent sur le filtre. Les filtres, l'osmose. Vous en avez d'ailleurs dans votre salon? Nous, on travaille avec de l'eau filtrée tout le temps. Quelles sont les expériences les plus stimulantes que vous avez vécues en tant que coiffeur? On voit ces couvertures incroyables, certaines de Madame Figaro d'ailleurs. On fait un clin d'œil à la maison. Évidemment, d'autres de Vogue, des très très belles couvertures à chaque fois et des moments iconiques de ces magazines. C'est quoi les moments qui vous ont marqué? Ma première couverture, évidemment, ça marque toujours. C'était pour un journal qui s'appelle Elle. D'accord. Et ça, j'étais très heureux. Après, j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai eu la chance de rencontrer ce qu'on appelle aujourd'hui des célébrités. Donc ça, c'est beaucoup de stress et en même temps énorme de... Mais j'ai toujours fait attention de ne pas être fan. Parce que je pense que quand on est fan... Parce que vous êtes dans votre métier. Exactement. Et je pense qu'il ne faut pas être fan. Pour être le meilleur, à ce moment-là, il ne faut pas être fan. C'est quoi une coupe réussie? Que ça soit une star, que ça soit une inconnue, un inconnu, peu importe. Qu'est-ce qu'une coupe réussie? Quand vous vous sentez belle. Voilà. Donc c'est ce que vous décriviez tout à l'heure. Oui. C'est le petit regard qui s'illumine et tout de suite on se dit « Ah !» Oui, je me trouve belle. Et souvent, il y avait un coiffeur qui m'avait dit il y a quelques années, une femme, quand elle sort du salon de coiffure, souvent elle se recoiffe soit dans sa glace, soit dans son rétroviseur. Et c'est là qu'elle se trouve jolie. Et j'adore ça. En fait, elle s'est approprié le travail. Et nous, les coiffeurs, on donne notre travail. Et ça, c'est un geste qui est génial. Moi, j'adore donner mon travail. Et on sait que pour les Parisiennes, ça fait partie de la culture, de l'art de vivre aussi à Paris, de la représentation de soi. Une femme qui sort de chez le coiffeur, ça se voit tout de suite finalement. Ou pas. Parfois, c'est bien que ça ne se voit pas. Ça veut dire que c'est réussi aussi. Exactement. Moi, j'aime bien je trouve que l'élégance, c'est aussi la discrétion. Vous travaillez beaucoup sur le naturel, notamment sur vos produits, on y reviendra évidemment. Pardon pour cette question un peu facile, mais c'est quoi la mode aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une mode? Parce que vous nous dites que c'est ce qui va le mieux à chacun, et donc ce qui nous plaît. Mais derrière, est-ce qu'il y a quand même des modes? Il y a eu des modes. Aujourd'hui, la mode, c'est les modes. Je me demande si c'est pas ça finalement la vraie formule. C'est savoir s'approprier ce qui nous plaît, sans suivre des dictates. On a vécu, si vous regardez aujourd'hui, on pourrait parler de décennies. Il y a les coiffeurs des années 60, 50, etc. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'on puisse déterminer ou définir la coiffure des années 2020, 25. C'est dur, hein? C'est assez difficile. J'ai essayé d'y réfléchir et je me suis demandé ce qu'on dirait. En même temps, c'est ça qui est génial, c'est que c'est ouvert à tous et que... Pour vous, c'est un puits de créativité, non? Exactement. Il n'y a pas de dictat. Mais allez, le style de la Parisienne, branchée, allez, en 2025, pour Olivier Lebrun, à votre goût. Alors, elle a une jolie couleur, ça c'est très important. Ouais. Elle peut avoir un joli blond, un joli châtain, voilà. Elle a une matière qui brille, une belle matière. Et en fait, le plus beau des gestes, c'est quand on a envie de la toucher. Je trouve que c'est ça, en fait. Ça veut dire que le cheveu attire. Voilà, le cheveu est sain. Et pour moi, c'est un accessoire de beauté, le cheveu. Alors comment est-ce qu'on rend le cheveu sain? Comment est-ce que vous aimez le travailler? Alors nous, on a des rituels assez précis chez Olab. Vous êtes un peu un ayatollah.
Oh bah, peut-être pas quand même. Je plaisante, je rigole. Mais en tout cas, j'aime que les choses soient bien faites. Et pour ça, il y a des rituels. Le premier des rituels, c'est le brossage. Je pense que ça, c'est très important que chacun comprenne que brosser ses cheveux, c'est un geste que l'on utilisait avant et qu'il faut continuer à faire parce que c'est là qu'on entretient son cheveu. Et vous n'utilisez pas n'importe quelle brosse? Pardon, non, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec un atelier qui m'a permis de créer ma brosse, celle dont je rêvais. Donc je l'ai faite, on s'en sert chez Olab, sur chaque cliente. Et voilà, ça c'est top. Donc ça c'est la première étape. Ça c'est la première étape. Brossage. Le brossage. Ensuite, la deuxième étape, c'est de comprendre ce dont le cheveu va avoir besoin. Je vais vous donner un exemple. Vous vouliez un tips chez nous, on fait les masques avant. C'est le premier geste qu'on fait en fait. On commence par un soin. D'accord. Et ensuite on les lave. Pourquoi ? Parce qu'il y a des... J'ai appris aussi, j'ai travaillé avec des labos géniaux qui m'ont montré... Vous voyez, il y a un truc tout simple, c'est que le pH, c'est... pH, c'est l'acidité ? Ou pas. Ou pas, ou l'absence d'acidité, exactement. pardon. Et donc ça joue énormément. Le cheveu, il est hyper réactif au pH. Et donc, quand on comprend qu'un cheveu sec, c'est que les écailles, elles sont ouvertes, eh bien, profitez à ce moment-là de mettre le masque à l'intérieur du cheveu, ça rentrera mieux. Nourrit. Exactement. Et puis après, quand vous utilisez un shampoing pour cheveux colorés ou pour cheveux secs, il a souvent un pH acide, et donc ça referme les écailles, et tout le masque que vous avez mis à l'intérieur a plus de chances de rester que si vous le faites après un shampoing qu'aura lui fermé. C'est l'orfèvrerie. Enfin, on réfléchit à chaque niveau pour finalement avoir le meilleur résultat possible et faire le plus de bien aux cheveux possible. Oui, je pense que c'est ça le secret. Le secret des cheveux réussis, quoi. Alors, une bonne brosse, un bon brossage, vous l'avez dit, un masque avant. Et ensuite, un shampoing, un démêlant. Ouais. Voilà, mais là, on fait simple, on utilise des produits naturels. Si vous pouvez, bien sûr, les produits naturels, c'est toujours mieux. On se rend compte aujourd'hui que tout ce qui est trop filmogène, ça alourdit. D'ailleurs, il y a énorme. Vous avez qu'à demander à vos amis ou autour de vous. Beaucoup de personnes disent non, mais moi je fais pas de démêlant, ça me les alourdit. Ou je fais pas de masque, après je les trouve plats et lourds. Vous voyez, c'est que peut-être le produit va pas, ou peut-être que vous en servez pas dans le bon sens. Donc moi, j'ai décidé d'être pédagogue. J'ai la chance d'être dans un endroit qui est petit, où on est comme une suite un peu, pour expliquer. C'est exactement ça. Et donc c'est quoi ? C'est un moment personnalisé avec votre clientèle que vous accompagnez sur une durée qui est presque indéterminée. Hein. Vous mettez pas de temps. Hein. Non, le temps, c'est ça le luxe en fait. Le luxe, c'est le temps. Et surtout, nous, on a instauré un rituel qui est très simple, c'est que on vous rappelle juste après. 2-3 jours après. C'est vrai ? Oui. Pour être sûr que ça vit bien. Oui, et puis aussi pour enlever le côté un peu dentiste du coiffeur. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de peur, quoi. Enfin, j'ai des amis dentistes, c'est pas le problème. Mais là, vous n'êtes plus amis avec eux. Je suis désolée de vous le dire. Non, mais c'est important qu'on enlève ce stress, en fait. D'accord. Parce qu'on doit comprendre. Et puis, pour avoir un travail réussi, il faut comprendre pourquoi ça ne marche pas, pourquoi ça fonctionne, évidemment. Mais parfois, c'est important cette remise en question. Oui, c'est juste être conscient que voilà, faut suivre tout le temps. Aujourd'hui, on a l'impression que, comme pour d'autres sujets, mais on se pose beaucoup de questions. On se demande parce qu'on a beaucoup d'informations sur nos téléphones portables. On est abreuvé de publicités, de conseils beauté, de partout. Et on ne sait plus ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il y a des choses à éviter à tout prix, par exemple, qui sont peut-être héritées d'un temps qu'on ne connaît plus et qu'on continue à faire, qu'on fait mal, qui sont dangereux pour le cheveu? Je ne sais pas si vous vous souvenez, à une époque, il y a eu vous vous souvenez, pendant le Covid, il y avait ce sébum où les gens ne se lavaient plus les cheveux. Vous voyez, je pense que ça, par exemple, ça fait partie des choses qu'il faut oublier. Ça, c'était peut-être pas la meilleure. Mais pendant le Covid, il y a eu aussi la frange. Vous vous souvenez, tous les coiffeurs donnaient des conseils sur la frange. Et moi, j'avais l'impression que la France entière avait une frange. Ouais. Voilà. Particulier. Voilà. Moi, la frange, j'ai un petit truc à vous donner. La frange, c'est comme quand vous achetez un pull. Il y a des cols ronds qui vous vont, des cols V qui vous vont pas. La frange, c'est pareil. Imaginez que c'est la même chose. On peut aujourd'hui travailler les franges comme on veut et penser que parfois le col V vous va mieux que le col rond. Et il faut aller dans ce sens-là. La frange, c'est pareil. Très bon conseil et puis très subtil. Le gommage pour les cheveux, c'est une bonne idée. Oui, alors attendez. Alors ça, c'est un truc qui m'a toujours marqué. La peau du cuir chevelu, donc le cuir chevelu, est très très fragile. Déjà, la peau du visage. Vous voyez, quand vous faites un gommage ou ce qu'on appelait les scrubs, vous vous souvenez, c'était la grande mode. Voilà. Donc imaginez votre cuir chevelu. Le cuir chevelu, il vaut mieux y aller tout doucement. Il y a des huiles. L'huile d'amande douce, par exemple, c'est quelque chose qui hydrate, qui apaise. Ça fait partie des huiles très simples à utiliser. Une fois par mois, il y a un cataplasme que j'adore, qui est avec la spiruline. Ouais, voilà, donc la spiruline, qui est une algue. Oui. Cataplasme sur le cuir chevelu. Et vous allez voir tous les bienfaits de la spiruline. Ça marche très très bien. N'oubliez pas de rincer. Évidemment. C'est un peu vert. On dit un mot quand même de la marque que vous êtes en train de développer, des produits que vous testez Ça va venir. Ça va venir. Oui, en tout cas, merci.
Merci d'aborder. Oui, c'est vrai qu'on travaille sur des produits qui seront, je pense, dans tout ce que vous avez expliqué, avec respectueux toujours cette même rigueur, finalement, qui vous et de la performance. Moi, ce qui compte, c'est que ça marche. C'est que ça marche bien. Vous viendrez nous en reparler à cette occasion. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Un immense merci Olivier Lebrun d'être venu sur notre plateau. Votre salon de coiffure, on le rappelle, 5 bis rue du Louvre. Rue du Louvre, pardon, excusez-moi. Décidément. Merci beaucoup. Paris. Merci infiniment d'être venu. Merci. Moi, je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur le canal 34 de la TNT et sur toutes vos box. Excellente soirée sur le Figaro TV. Hey,